On l'a tous en tête, ce sifflement si particulier d'un train qui arrive en gare. C'est un son familier, hein, mais derrière, il y a une mécanique d'une puissance et d'une précision absolument incroyables. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette ingénierie pour comprendre comment on fait pour arrêter des milliers de tonnes lancées à pleine vitesse. Alors, pour cette analyse, on va suivre le chemin de l'ordre de freinage en 5 étapes. On partira de la friction sur la roue, on verra la force mécanique qui la produit, le cerveau qui pilote tout ça, le réseau qui connecte tout le convoi, et on terminera avec le plus important, l'œil du conducteur pour la sécurité. C'est parti! Tout commence avec un principe physique qu'on connaît tous, le frottement. C'est vraiment là que la magie opère, là où toute l'énergie du mouvement du train va être transformée en chaleur pour le ralentir. Et voilà la question à 1 million. Parce que freiner une voiture, c'est une chose. Mais immobiliser une masse pareille, un monstre de 2000 tonnes, ça demande une force et une technologie juste extraordinaires. La réponse, elle est justement dans la maîtrise parfaite de cette friction. Pour y arriver, il y a en gros 2 écoles. La méthode la plus classique, c'est celle des sabots, qu'on appelle aussi des semelles. C'est un bloc qui vient se presser directement sur la bande de roulement de la roue. Et puis il y a la méthode plus moderne, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a sur nos voitures, des plaquettes qui viennent pincer un disque. L'énorme avantage du disque, c'est qu'il évacue bien mieux la chaleur, et ça c'est crucial, sans pour autant user la roue elle-même. Et attention, les matériaux utilisés ne sont pas tous les mêmes. Le conducteur, il doit savoir exactement ce qu'il a sous les pieds. Il y a des marquages pour ça. La lettre K, par exemple, c'est pour un composite à haut frottement. LL, c'est pour un composite à bas frottement, qu'on voit souvent sur les trains de marchandises. Et D, eh bien c'est facile, c'est pour les systèmes à disque. La sécurité, ça se joue à des détails comme celui-ci. Retenez bien ce chiffre, 10 mm. C'est la limite absolue, l'épaisseur minimale pour une semelle en composite. Si on est en dessous, c'est remplacement obligatoire, sans discuter. C'est l'un des premiers trucs qu'un conducteur vérifie à l'œil avant de partir. Et ce n'est pas le seul point de contrôle. Il y a ce que les cheminots appellent les 4 cartons rouges. Là, c'est éliminatoire. Une fissure, même petite, un écaillage sur plus du quart de la surface, un bout de métal qui s'est incrusté et qui pourrait rayer la roue, ou alors une semelle qui a bougé et qui ne frotte plus au bon endroit. Si on voit l'un de ces 4 défauts, c'est stop, intervention immédiate. D'accord, on sait comment frotter, mais maintenant, comment on génère la force colossale qu'il faut pour plaquer ces semelles contre les roues? Eh bien, la magie, elle vient de l'air comprimé. On entre dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle la timonerie. Il faut voir ça comme le squelette du système de freinage. C'est tout un réseau de leviers, de tiges en métal qui est là pour prendre la force, l'amplifier et surtout la répartir de manière parfaitement égale sur toutes les roues. C'est de la belle mécanique. Quand on regarde ces schémas, on voit à quel point c'est ingénieux. On voit bien le cylindre de frein qui initie le mouvement, les leviers qui agissent comme des multiplicateurs de force, et ce ressort de rappel qui est essentiel pour que tout revienne en place au moment où on relâche les freins. Le cycle de freinage, c'est une sorte de chorégraphie mécanique en 3 temps. Premier temps, le serrage. De l'air sous pression entre et pousse un piston. Deuxième temps, l'action. Le piston met en mouvement toute la timonerie qui vient plaquer les freins. Et enfin, le desserrage. On vide l'air et le ressort de rappel fait le job inverse. Il tire tout en arrière pour libérer les roues. C'est simple, c'est robuste et c'est terriblement efficace. Le point absolument crucial ici, c'est l'équilibre. La distance que parcourt le piston, ce qu'on appelle sa course, doit être parfaite, au millimètre près. Si elle est trop courte, les freins risquent de rester un peu serrés, de lécher la roue, et là c'est la surchauffe assurée. A l'inverse, si elle est trop longue, souvent à cause de l'usure, la force en bout de course sera trop faible, et là le freinage devient inefficace, voire dangereux. Bon, on a la force, on a la friction. Mais qui donne les ordres ? On passe maintenant au cerveau du système. L'appareil qui va interpréter ce que veut le conducteur et qui va gérer toute cette pression d'air. Là, on a vraiment 2 générations qui s'opposent. L'ancien système, la triple valve, permettait de doser la force quand on serrait, mais pas quand on relâchait. Pour desserrer un peu, il fallait tout lâcher et tout recommencer. Le distributeur moderne, lui, c'est le jour et la nuit. Il permet de doser au serrage et au desserrage. Ça donne un contrôle total beaucoup plus fin, exactement comme avec la pédale de frein de notre voiture. Et ce cerveau, il doit être capable de s'adapter. C'est logique. On ne freine pas un train de voyageurs assez léger de la même façon qu'un énorme convoi de marchandises. Le régime voyageur, c'est rapide, réactif. Le régime marchandises, lui, est beaucoup plus lent, beaucoup plus progressif. C'est pour éviter les chocs violents entre les wagons, ce fameux effet accordéon, qui pourrait endommager la marchandise ou même casser un attelage. Maintenant, comment est-ce que cet ordre de freinage, il fait pour parcourir des centaines de mètres d'un bout à l'autre du train ? Eh bien, il emprunte le système nerveux du convoi, les conduites d'air. Il y a 2 réseaux bien distincts, et pour ne pas se tromper, chacun a sa couleur. La conduite générale, la CG, en noir, c'est la ligne de commande du frein. Elle est toujours maintenue à 5 bars de pression. Et à côté, on a la conduite principale, la CP, en blanc. Elle sert à alimenter tout le reste, les portes, la suspension. Impossible de les confondre.
Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. On voit bien les tuyaux, un noir, un blanc et leur tête d'accouplement. Les robinets qui permettent de tout isoler, on les reconnaît à leur poignée jaune. Et on voit même une petite gâchette de sécurité qui empêche de les fermer par accident. C'est dans ce genre de détails qu'on voit que la sécurité a été pensée partout. Quand un agent ferme un robinet pour débrancher un tuyau, il y a un petit trou de fuite qui va automatiquement laisser s'échapper la pression qui reste à l'intérieur. Ça fait le petit pchit caractéristique. Ce petit détail, il évite que le tuyau, encore sous pression, ne vienne le fouetter violemment. C'est tout bête, mais ça prévient de graves accidents. Toute cette mécanique de pointe, c'est formidable, mais elle ne serait rien sans la dernière ligne de défense qui est en fait la plus importante de toutes, l'expertise humaine. C'est l'œil du conducteur qui, au final, valide que tout le système est prêt et sûr. Voilà la règle d'or. Elle est absolue, non négociable. On a parlé de la course du piston. Eh bien, il y a un petit index visuel sur le côté qui permet de vérifier qu'elle est bien dans la bonne zone, ni trop courte, ni trop longue. Si cet index est en dehors des repères, c'est très simple, le train ne part pas, point. La maintenance doit intervenir. Pour résumer, avant chaque départ, le conducteur fait sa ronde de sécurité. Il vérifie l'épaisseur des semelles, avec la fameuse règle des 10 mm. Il cherche les 4 fameux cartons rouges. Il contrôle cet index de course du piston. Il s'assure que le bon régime, voyageurs ou marchandises, est bien sélectionné. Et il vérifie que les tuyaux d'air qui ne sont pas utilisés sont bien raccrochés à leur place, pour ne pas prendre de saleté. Alors, la prochaine fois que vous serez sur le quai et que vous entendrez ce sifflement si familier, peut-être que vous aurez une autre image en tête. Vous penserez à toute cette chaîne de commandes invisible, de la simple pression d'air à la danse complexe des leviers, jusqu'au frottement final qui vient stopper un géant de plusieurs milliers de tonnes. C'est assez fascinant, non ?